Fabien Gay est avec nous. Merci beaucoup Fabien Gay de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Élu de Seine-Saint-Denis, membre du groupe communiste. Et c'est vous qui êtes donc à l'origine de ce qui s'est passé hier au Sénat en séance. On l'a vu dans le journal. Cette séance qui a été agitée. On va parler du fond du texte dans quelques instants. Mais d'abord, est-ce que vous vous attendiez à un tel scénario, notamment hier après-midi en séance ? Écoutez, nous, en tout cas, c'est un combat qu'on mène depuis longtemps. C'est une victoire collective de tous celles et ceux qui luttent contre les traités de libre-échange. Je veux penser évidemment à l'ensemble des parlementaires de gauche, à ceux de ma famille aussi politique. Je pense à Patrick Le Yarrick au Parlement européen, Michel Billoux ici, et à beaucoup d'autres écologistes, insoumis, mais aussi des ONG, des syndicats qui luttent depuis très longtemps. Et c'est une victoire d'abord démocratique, parce qu'on a obligé le gouvernement, qui refusait jusqu'alors de passer le texte. Moi, je ne comprends pas le ministre hier qui nous a expliqué que c'était un bon texte, que le bilan était très bon. Il a été ministre aux relations au Parlement pendant 18 mois. On l'a interpellé régulièrement en conférence des présidents, par questions écrites et orales. Et lui-même, il en est personnellement responsable, a toujours refusé d'inscrire le CETA. Donc déjà, c'est une première victoire démocratique. Et alors, évidemment, je le dis, on ne boude pas notre plaisir, parce qu'en plus, évidemment, on a réussi à convaincre une majorité de sénatrices et sénateurs pour rejeter ce texte. Vous attendiez à ce que Bruno Retailleau déclenche l'article 38. L'article 38, pour qu'on soit clair, ça stoppe les débats. Ça limite le nombre d'orateurs, ça stoppe les débats. Est-ce que vous saviez, vous en aviez discuté ensemble ? Non, mais je trouve que c'est plutôt quelque chose qui est bon, parce qu'il faut redire à ceux qui nous écoutent, le groupe communiste n'a que 2 niches par an, 2 fois 4 heures où on est maître de l'ordre du jour. C'est extrêmement peu, on est un groupe minoritaire d'opposition. Donc globalement, sur l'ensemble de l'année, on peut proposer au vote et au débat 4 textes. On a fait le choix hier, un fait inédit, de reprendre un projet de loi gouvernemental avec lequel tout le monde savait que nous étions en désaccord et sur lequel nous pouvions perdre le vote. Pourquoi nous l'avons fait ? Parce que pour nous, l'urgence démocratique était de dire, au bout d'un moment, en 2018, on a déposé un débat, en 2021, vous vous rappelez, on avait fait une résolution invitant le gouvernement à poursuivre la ratification, et donc on s'est dit, au bout de 7 ans, on va aller au bout. On aurait pu perdre. Donc c'est un fait inédit, et on peut porter au moins à notre crédit que sur le coup, c'est quand même quelque chose d'assez démocratique. C'est comme si les centristes portaient un texte sur le SMIC à 2 000 € en disant, nous sommes en désaccord, mais on va permettre à chachun de pouvoir en débattre. Donc voilà. Et donc. Mais sur la procédure, vous approuvez le déclenchement de cet article 38 ? Non, parce qu'il y a un gentleman agreement. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut, pour les niches parlementaires, qu'on aille au bout du débat et du vote. C'est ça. Les centristes ont décidé, pour la première fois, là aussi c'est un fait inédit, de déposer un renvoi en commission. C'est-à-dire, on n'avait pas eu assez le temps de débattre. Ça fait 7 ans qu'on attendait. En général, on ne le fait pas, parce que ça fait perdre beaucoup de temps, notamment sur les 4 heures. On a accepté, on n'a rien dit, le groupe communiste. Et au bout d'un moment, on a vu une obstruction parlementaire, parce que le but de celles et ceux qui étaient pour le CETA, main dans la main avec le gouvernement, c'était que nous n'allions pas au bout, en réalité, du débat et donc du vote. Donc il est très bien, parce que M. Retailleau, groupe LR, était aussi opposé à ce texte, qu'il ait utilisé le règlement. D'ailleurs, je le rappelle, qui a été utilisé de la même façon par M. Marseille, et plusieurs fois par M. Malhuret pendant les retraites. Plusieurs fois, ils l'ont actionné, main dans la main d'ailleurs, avec M. Retailleau. Et nous, après M. Retailleau, nous l'avons fait 2 fois, par la voix de notre présidente, Mme Kuckerman, avec le but d'aller au bout. On va revoir ce que vous disiez à l'époque de l'article 38, oui, quand Bruno Retailleau l'a déclenché pendant la réforme des retraites. Le recours à cette procédure est un acte de faiblesse. Cette procédure est une attaque contre la démocratie. Oui. Hier, ce n'était pas le cas, du coup ? Oui, parce qu'à l'époque, sur la question des retraites, ils étaient en train de perdre le débat politique et populaire. Là, ce n'était pas le cas. Là, c'était pour aller au bout d'un texte qui était dans une niche parlementaire. À chaque fois, ici, c'est la règle commune que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire que lorsqu'un groupe politique pose un texte, on permet le débat et le vote. Et à chaque fois, moi, par exemple, il nous arrive régulièrement d'être contre des niches parlementaires du groupe LR, des centristes ou de d'autres forces politiques. On dit notre opposition, on vote contre, mais on permet que le texte aille au bout.
Là, vraisemblablement, ils avaient décidé de faire une obstruction parlementaire, et donc le règlement le permet. Après qu'il y ait eu 20 ou 25... Mais ça veut dire que quand Jean-Baptiste Lemoyne vous a dit hier, on s'en souviendra de ce déclenchement de l'article 38, ça veut dire que vous ne pourrez plus rien dire quand le gouvernement, quand la majorité... On s'en souviendra, il a raison, et comme c'est lui qui nous l'a appris, Jean-Baptiste Lemoyne, pendant les retraites, nous en sommes souvenus. Ça vous pose pas de problème de cohérence, cette alliance hier avec les Républicains? Mais alors, j'entends coup politique, coup de com'. D'abord, je réfute ça parce qu'un coup de com' ou un coup politique voudrait dire que pour notre part, nous étions favorables au traité de libre-échange et que dans le moment de crise agricole ou au moment des élections européennes, on ferait volte-face et que quelque part, on se dirait opposé alors qu'on aurait été pour. Au moins, mettez à notre crédit que nous avons une cohérence. Nous avons toujours été contre les traités de libre-échange. Deuxièmement, nous y avons... Ce qui n'est pas le cas des Républicains. Est-ce que du coup, vous comprenez leur position ? Une partie des Républicains, par exemple, il faut reconnaître que M. Duplomb, qui a été élu en 2017 comme moi, avec qui je ne partage pas beaucoup de choses et nous sommes régulièrement opposés à la Commission des affaires économiques comme en séance, je lui porte à ce crédit que M. Duplomb, depuis 2017, il est en cohérence, il est contre les traités de libre-échange et notamment le CETA, et il est arrivé régulièrement que nous interpellions, lui et moi, le même ministre de l'Agriculture que nous avions en face sur les conséquences du CETA. Donc, vous voyez, une partie des LR est déjà contre le CETA. Alors après, oui, il y a le texte et le contexte, mais moi, je ne connais pas de coup de politique. Pardon, je le redis ici, nous ne sommes pas un club de belote, nous sommes des élus de la nation qui avons été élus par des électrices et des électeurs pour faire des choix et des votes politiques. Donc oui, on instruit un rapport de force, nous menons ce combat, je le redis depuis 2018-2021, en cohérence, et donc oui, en pleine crise agricole et au moment des élections européennes, ça permet d'éclairer le débat. Parce qu'il va y avoir les élections européennes. Moi, je pense que c'est le moment du vote ne peut pas se faire sans débat. Les parlementaires européens auront à cœur, par exemple, de négocier les futurs traités de libre-échange et le Mercosur. Écoutez, on a un débat public. Portons ça à ce crédit. Les communistes ont remis dans le débat public la question des traités de libre-échange. Chacune et chacun, maintenant, j'imagine que les journalistes, à chaque fois qu'il va y avoir un débat sur les européennes, vont interpeller les têtes de liste en leur disant, par exemple, le Sénat a voté contre le CETA, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, en tant que parlementaire européen, si vous avez à ratifier le Mercosur, qu'est-ce que vous ferez? Tant mieux qu'il y ait ce débat politique et citoyen. Et justement, on va parler du fond de ce texte. Oui. Le CETA est-il bon pour nos agriculteurs? Son rejet va-t-il mettre en péril nos relations avec le Canada? Voici quelques-unes des questions dont vous avez débattu hier pendant la séance. Compte rendu de cette séance avec Mathias Araez. Mathias, bonjour. Bonjour Ariane, bonjour Monsieur Guer. Bonjour. On va donc parler de cette séance sur le CETA mis à l'ordre du jour par les communistes. Dès le départ, il y a eu des clivages. Et oui, Franck Riester est doté de deux yeux, comme tout le monde autour de cette table. Il avait donc lu dans la presse qu'un vote en faveur de la ratification du CETA par le Sénat était mal embarqué. Alors le ministre délégué chargé du commerce extérieur, qui avait préalablement donné quelques interviews criant au sabotage, a montré les crocs dès la discussion générale. La lentille du puits, monsieur le rapporteur Duplomb, est protégée grâce à cet accord. Le camembert de Normandie, monsieur le rapporteur Alizard, est protégé par cet accord. Les pruneaux d'Agen, madame la sénatrice Bonfanti-Dossat, sont protégés par cet accord. Le brie de Meaux, monsieur le sénateur Pierre Cuypers, est protégé par cet accord. Face à lui, peu d'alliés. Socialistes, écologistes, communistes, droite et extrême droite avaient, semble-t-il, déjà pris leur décision. Alors, quels étaient les arguments des uns et des autres? Alors, les communistes s'inquiètent de la question de l'élevage, notamment bovin, avec l'entrée sur notre marché de produits canadiens avec des normes moins exigeantes. Même son de cloche chez les Républicains qui réclament les fameuses clauses miroirs agitées par le gouvernement pendant la crise agricole. Enfin, les écologistes et socialistes, main dans la main, ont aussi parlé de l'impact sur l'environnement des accords de libre-échange. Si l'Union européenne s'en donne les moyens, elle peut être prescriptrice de normes. Elle a su imposer son règlement sur la déforestation importée et sur la taxe carbone aux frontières qui participent à l'évolution des pratiques commerciales. Et face à l'enjeu climatique, nous devons aller plus loin et plus vite. Dès lors, n'ayons pas peur du débat. Nous y avons tout à y gagner. Et l'Union européenne doit redonner confiance dans son projet. Une brèche s'est ouverte dans le dogme libéral, laissant place à une plus grande volonté de régulation et de souveraineté. Nous devons aujourd'hui l'élargir.
Et Mathias, il y avait également des sénateurs favorables au CETA. Oui, forcément, dans le camp des favorables, gouvernement et centristes ont pour leur part mis en avant les bons chiffres du CETA pour l'économie française. Exportation en hausse de 33% sur 6 ans, chiffre qui grimpe à plus 60% si on se concentre sur les fromages. Autre argument, souvent brandi également pendant la séance, c'est la fibre sentimentale. Écoutez, Emmanuel Capus, sénateur Les Indépendants du Maine-et-Loire, vous allez l'entendre dans ses propos. Il y aura 3 dates qui marqueront l'histoire franco-canadienne. 1763, le traité de Paris suite à la défaite sur les plaines d'Abraham face à Québec et l'abandon par la France de la Nouvelle-France. Une deuxième date, 1944, le sang des Canadiens tombé sur les plages de Normandie. Et 21 mars 2024, le naufrage des LR qui abandonnent purement et simplement leurs convictions de libre-échange et qui abandonnent en même temps leur amitié canadienne. Mathias, on va vous faire réagir. Et évidemment, Fabien Gay, vous les entendez, cet argument sur les conséquences de ce rejet sur l'amitié franco-canadienne? Non, mais je pense qu'il y a une erreur qui est faite. Ce traité contient 2 volets. Les barrières tarifaires, donc les barrières douanières, l'abaissement à 98%, qui bénéficie aujourd'hui, il faut le dire, à 2 filières, les vins spiritueux et les fromages, et qui peut avoir des conséquences néfastes sur le bœuf, je ne vais pas revenir. Aujourd'hui, les quotas ne sont pas remplis parce que les structures fermières ne sont pas structurées pour le marché européen. 39 seulement sur les 40 000 peuvent exporter vers l'Union européenne, mais demain, ils sont en train de se structurer, ils sont en train d'arroser beaucoup le marché chinois, mais dans les 5 prochaines années, c'est sur le marché européen. Et quand vous mettrez les 17 traités, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Vietnam, le Chili, le Kenya, bref, on aura une problématique. Mais ça, c'est une question, et il faut en débattre. Et je le dis tranquillement, les Canadiens et les Canadiennes qui sont nos amis, qui aiment le vin et le fromage, ils l'aimaient avant 2017 et ils en achetaient et ils continueront demain. Mais vous avez entendu ce que dit la filière vin, surréaliste. Elle dit c'est surréaliste ce qui s'est passé hier au Sénat. Elle l'exporte beaucoup. Par exemple, je prends le cognac, on n'en trouve plus en France. Tout est sur le marché de l'Amérique du Nord et ils continueront tranquillement à le faire. Par contre, ce sur quoi personne n'a parlé, y compris le ministre, c'est les barrières non douanières, non tarifaires. C'est d'ailleurs ce que nous devons ratifier. C'est ce qui est de la compétence exclusive des États. Pardon, c'est les investissements dans l'industrie, dans les marchés publics pour les services publics. C'est la mise en place des tribunaux arbitraux privés. C'est-à-dire que ce seront des juges privés qui pourront déterminer et qui pourront être saisis par des multinationales qui considéreront que sur leur investissement et le business, si les normes sociales et environnementales des États membres des traités ne correspondent pas à leur investissement, pourront faire condamner les États. Ça existe déjà. Il y a beaucoup de tribunaux arbitraux privés. Vous le savez, par exemple, Philip Morris, le cigarettier, il a fait condamner des pays d'Amérique du Sud sur la question sanitaire, de santé publique, parce qu'il y avait des États qui étaient extrêmement en avant sur la protection des consommateurs, notamment sur la cigarette. C'est une question de santé publique. Ils les ont fait condamner. Voilà, en réalité, ce traité. C'est bizarre. Jamais on nous a évoqué ça. Alors j'entends M. Riester faire le petit comptable et nous expliquer plus 11, plus 12%. Mais un traité de libre-échange de 2e génération qui contient 2 volets, c'est de ça dont il s'agit. Et pour nous, c'était un grand péril et c'est une question démocratique. Est-ce que nous déplaçons la norme et la loi du Parlement à des tribunaux arbitraux privés qui seront demain aux mains des multinationales? Pas une personne, à part nous, n'a parlé de ça hier dans le débat. Et je n'ai pas entendu M. Riester nous répondre. Donc il a fait le petit comptable, il a expliqué avec des arguments fallacieux, oui, la lentille du puits, et puis tel fromage et tel autre. Mais le traité CETA, c'est beaucoup plus que ça. Alors vous parlez justement de questions démocratiques. Pendant la discussion générale, vous avez dénoncé le fait qu'il ait fallu 5 ans pour que l'examen de ce texte arrive au Sénat. Pourquoi? C'est une question démocratique pour vous? Ce que je redis, c'est que c'est un traité en 2 volets. Donc il y a le premier volet, les barrières tarifaires. Je le redis, c'est de compétences exclusives de l'Union européenne. Donc 2014, le traité est validé. Il a fallu 3 ans pour que le Canada et l'Union européenne l'adoptent. Donc ça, c'est mis en place de façon provisoire depuis septembre 2017. Et après, il devait être ratifié par l'ensemble des parlements nationaux sur le 2e volet que je viens de vous expliquer.
Donc déjà, le gouvernement a mis 2 ans à l'envoyer à l'Assemblée nationale au cœur de l'été pour éviter des mobilisations 2019. Il avait une majorité écrasante. Il a gagné le débat à 26 voix près. Et depuis 2019, rappelez-vous, on l'a interpellé, on a fait une résolution l'invitant. C'était M. Riester, il était là. Vous savez ce qu'il avait dit à l'époque ? On n'est pas en retard. Lorsque l'Allemagne l'aura fait, on y viendra. L'Allemagne l'a fait il y a plus d'1 an. Bon, on n'y est toujours pas venu. Donc oui, c'est une question de déni démocratique, je le dis. Mathias, on va parler de la suite du texte, puisque vos collègues communistes à l'Assemblée l'ont inscrit à l'ordre du jour le 30 mai. Oui, alors justement, le texte doit retourner à l'Assemblée pour une deuxième lecture. Il faudrait qu'un groupe puisse l'inscrire à l'agenda ou que le gouvernement le fasse directement. Est-ce que l'exécutif peut ne pas se soumettre à présent à cette deuxième lecture ? Alors, il y a 2 cas où, pour moi, ça serait un coup de force démocratique. Il y a le premier cas, c'est que la Constitution donne le pouvoir au gouvernement de transmettre les textes, c'est-à-dire ce qu'on appelle la navette parlementaire, entre l'Assemblée nationale et le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est lui qui, virtuellement, doit prendre le texte et l'amener d'une assemblée à une autre. Donc, il a le pouvoir de le faire, mais il n'est pas tenu par le temps. Donc là, il y a un flou juridique. En général, c'est automatique, le texte arrive ici, il repart. Ça arrive souvent même dans l'heure. Ça nous arrive que des textes soient examinés en rapidité le matin à l'Assemblée nationale et l'après-midi au Sénat. Donc, a priori, c'est ce qui se murmure, c'est ce que j'ai dénoncé hier dans certains ministères, que le gouvernement ne transmettrait pas, parce qu'il n'est pas tenu dans le temps, le texte à l'Assemblée nationale. Vous imaginez ce coup de force démocratique ? C'est-à-dire que j'imagine que l'ensemble des parlementaires du pays, quel que soit leur vote, d'ailleurs, qu'ils soient pour ou contre le traité, vont interpeller le gouvernement en disant « vous ne pouvez pas faire ça ». Ça serait un coup de force insupportable. Le 30 mai, c'est à 10 jours des élections européennes. Vous avez fait de la politique en choisissant cette date. Est-ce que vous comprenez que le gouvernement fasse de la même chose et fasse de la politique en n'ouvrant pas ce débat à 10 jours des européennes ? On fait de la politique et moi je pense que le gouvernement, puisque M. Riester dit que c'est un bon accord, a priori, je l'ai vu beaucoup s'échiner ces derniers temps dans les plateaux de télévision. D'ailleurs, il a même convoqué des journalistes pour leur donner des éléments de langage. Je trouve que la démocratie, c'est dans l'hémicycle. Vous voyez, ça fait 5 ans qu'on n'avait pas entendu un mot de sa part. C'est très bien qu'il se soit animé ces derniers temps. Et c'est mieux s'il vient dans les hémicycles pour débattre. Donc non, je ne le comprendrai pas. Parce que je pense que là, on jouerait avec la Constitution et nos institutions. Et après, il y aurait un deuxième coup de force. Il doit transmettre. Le groupe communiste à l'Assemblée nationale a d'ores et déjà dit qu'il souhaitait le mettre dans sa niche, mais le gouvernement peut l'inscrire à l'ordre du jour. Moi, je vais vous dire une chose, peu importe le moment où ça arrive, mais ça ne doit pas arriver trop tard, d'accord ? Ne parlons même plus des élections européennes. Imaginons que le gouvernement décide de dire « laissons passer les européennes, on le met le 20 juin ». Pas de problème, allons-y. Mais ensuite, si l'Assemblée nationale venait à voter contre, le gouvernement garde la main et ce vote doit être notifié à la Commission européenne pour qu'il soit définitivement enregistré. C'est arrivé, une fois, il y a un Parlement qui a voté contre, Chypre, et le gouvernement ne l'a pas notifié. J'imagine, franchement, que je ne vois pas le président Macron ne pas notifier le résultat d'un vote de 2 chambres. Alors, là, on serait face à un vrai coup de force démocratique. Et là, une fois encore, quel que soit notre vote, j'imagine que l'ensemble des parlementaires du pays interpelleraient le président Macron pour lui demander de respecter la voix du Parlement et donc de le notifier à la Commission européenne. Merci Mathias, à tout à l'heure. Merci Ariane, on parlera déficit public. Ce sera à suivre. D'une opération vérité, celle de Jean-François Husson. Ce sera à suivre dans le club. On continue à parler d'agriculture. Fabien Guez, c'est l'actualité dans nos régions. On va à Aurillac, dans le Cantal, retrouver Pierre Reynaud. Bonjour Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Directeur départemental du journal La Montagne dans le Cantal. Et on va parler avec vous de cette crise agricole. La colère est loin d'être éteinte. Tout à fait, on va pas revenir sur le rejet du CETA par le Sénat hier, on va poursuivre les échanges pour rester sur cette même thématique de l'agriculture. Dans l'édition du Jour du Cantal, nous avons consacré 2 pages au centenaire de la Chambre d'agriculture du Cantal à travers des témoignages d'anciens présidents. Un secteur d'activité qui pèse très très lourd dans l'économie de notre département. La colère des agriculteurs n'est pas éteinte aujourd'hui, un mois après leur mouvement de contestation. On le voit, nous, dans le département voisin de l'Aveyron, où la FDSEA et les JA ont ressorti les bâches pour mettre en pause les radars. Les mêmes syndicats ont manifesté devant l'hôtel de région à Dijon la semaine dernière.
Le gouvernement a calmé le feu sans éteindre les braises. Quelles sont vos principales propositions pour répondre à cette crise agricole et en sortir ? Merci d'abord de cette question. Moi d'abord, les agriculteurs et les agricultrices sont des hommes et des femmes comme les autres. C'est-à-dire que depuis 3 ans, ils vivent l'inflation, ils vivent les prix chers, parce que c'est des gens, même si c'est les artisans de la terre, ils produisent notre alimentation, mais ils en consomment aussi, et donc les prix alimentaires sont extrêmement élevés. Je pense aux prix énergétiques, et pour beaucoup, ce sont aussi des hommes et des femmes qui doivent payer cher, par exemple l'essence pour les tracteurs, mais aussi pour chez eux. Donc d'abord, il y a une question, c'est qu'il faut réduire cette inflation, pour tout le monde, et aussi pour les agriculteurs. Et après, sur le monde agricole, il y a une question, c'est qu'ils sont divisés, parce que suivant les régions et suivant les filières, ce n'est pas les mêmes questions. Ce qu'on entend, c'est par exemple qu'on n'arrive pas à se payer justement du fruit de son travail, donc ça c'est assez insupportable. C'est le rare métier où on ne fixe pas ses prix. Il y a la question des marges de la grande distribution et aussi de la transformation, évidemment, de l'industrie agroalimentaire. Il y a la question des traités de libre-échange. Bref, on entend tout. Donc, il y a une question, nous, on a posé depuis très longtemps. Bon, je ne reviens pas sur le volet traité de libre-échange, puisque vous connaissez notre position. Et je trouve que hier, on a posé un bon point pour nos agriculteurs et agricultrices. Nous, on porte depuis longtemps la question des prix planchers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre à perte et que c'est une des questions qui revient régulièrement. Comme beaucoup, j'ai été au salon de l'agriculture. Moi, je suis un homme de la ville et de la banlieue. Mais je le dis régulièrement, les banlieues populaires et la ruralité vivent la même question. C'est évidemment l'abandon des services publics de proximité. Donc c'est aussi une question qu'il nous faut porter. Mais ce qu'on entend, c'est beaucoup, on n'arrive pas à vivre du fruit de notre travail. Les prix sont trop bas. Donc nous portons depuis très longtemps aussi cette question minimale des prix planchers. Je sais qu'une partie des agriculteurs y sont favorables, notamment des filières. D'autres y sont défavorables parce qu'ils pensent que le marché doit régler les choses. Nous pensons que ça pourrait permettre, au moins à chacune et chacun, et pour un certain nombre de filières, au moins de ne pas vendre à perte. Voilà une des principales choses. Et je le redis, comme enfant de la ville, moi je suis très frappé et des quartiers populaires, et notamment dans une ville très très populaire qui est Blanc-Ménil, la disparition de nos services publics de proximité est une vraie question, la dématérialisation, la numérisation de beaucoup de choses. Et je sais aussi qu'à la campagne, c'est une des grosses questions, lorsqu'il faut faire 40 ou 50 kilomètres pour aller trouver un service public, donc de se battre pour les services publics de proximité. Merci Pierre Hesnaut, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de La Montagne Cantal, 100 ans de soutien aux agriculteurs. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Pierre. Un dernier mot sur une autre actualité hier au Sénat. Fabien Gay, on l'a vu dans le journal, c'est Jean-François Husson, le rapporteur général du budget, qui est donc allé à Bercy. Ça fait partie des prérogatives des sénateurs. Une mission de contrôle pour vérifier sur pièce et sur place quels étaient les vrais chiffres des dépenses publiques et du déficit. Il a eu raison d'entamer cette démarche ? Alors, je suis en désaccord avec M. Husson. Politiquement, je sais qu'en tant que rapporteur général, il porte beaucoup la question de la réduction de la dette, etc., etc. Donc on est en désaccord, hein. Bon voilà, c'est pas grave. Par contre, je le félicite d'avoir exercé sa mission de contrôle. D'ailleurs, je le redis, moi je pense que les parlementaires, nous n'avons pas assez de pouvoir. L'exécutif en a beaucoup en réalité, et nous, trop peu. Nous avons par exemple le droit de visiter les lieux de privation. Moi, je le fais 1 à 2 fois par an. Je trouve qu'il est normal de pouvoir aller visiter les lieux de privation. Lorsque j'ai été réélu, en septembre 2017, une des premières visites que j'ai faites, c'est au centre de rétention du Ménil-Gamelot. Je me rendrai bientôt à la prison de Villepinte. Je trouve que c'est normal. Mais on a en réalité peu de pouvoir. Et donc lui, en tant que rapporteur général, il a le droit d'aller à Bercy et de demander des comptes. Il a eu raison parce qu'il demande des chiffres. Il ne les a pas. Les ministres ne répondent jamais, pardon, hein. Vous savez, on peut déposer des questions écrites. Normalement, le ministre, son cabinet, a 2 mois pour répondre. Pardon, j'ai des questions écrites qui ont été écrites lors de mon premier mandat entre 2017 et l'an dernier, où j'ai toujours pas de réponse. Donc je trouve ça, et c'est pas un peu,
C'est plus de 50% des questions comme ça. Donc c'est insupportable. Donc il a eu raison, voilà, d'aller demander sur pièce pour effectuer son travail. Après, on aura un débat politique et on est en désaccord avec Et le débat viendra. Et vous reviendrez débattre ici avec des sénateurs. Merci beaucoup Fabien Gay d'avoir été avec nous dans 20 minutes. Oui. On devait faire aussi le texte sur la Palestine. Pardon, mais comme c'est un combat que nous avons à cœur, je n'ai pas trop le temps, mais il faut absolument que la France fasse pression pour obtenir un cessez-le-feu immédiat face à ce massacre. C'était une proposition de résolution. Ouais. Vous allez la remettre à l'ordre du jour, du coup ? Écoutez, on va regarder, on va peut-être faire un débat, mais ça nous tient à cœur, évidemment. Et un mot, parce que c'est un drame qui est en train de se nouer. Et je veux avoir une pensée pour Marwan Barghouti, qui est dans les géoles israéliennes, dont on a appris qu'il a été rossé de coups par ces geôliers. Et c'est un des espoirs de paix. Et j'espère que la France va tout faire pour obtenir sa libération. Voilà, je tenais à vous le dire. Merci Fabien Gay. Merci d'avoir été avec nous. Dans 20 minutes dans le club, on va reparler du CETA, de ce qui s'est passé hier en séance, coup d'éclat, division de la majorité sénatoriale. On va y revenir. D'abord, on accueille notre prochaine invité. C'est Patrice Duhamel qui nous rejoint.